journée internationale des casques bleus ce mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était à Bamako, aux côtés de la MINUSMA, la plus périlleuse des opérations actuelles des Nations Unies. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, secoué depuis plusieurs semaines par une contestation, y compris au sein de son propre parti, a défendu son bilan lundi soir. L'essentiel de ses propos à suivre dans ce journal. Au Sénégal, les femmes sont de plus en plus passionnées par l'agriculture. Nous irons à la rencontre de Ngoné qui exploite une véritable entreprise locale dans une localité située à 300 km au nord de Dakar. C'était là le sommaire de ce journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est à Bamako pour passer la journée internationale des casques bleus aux côtés de la mission de l'ONU au Mali. Cette mission est la plus périlleuse des opérations actuelles des Nations Unies, une visite qui s'inscrit dans un contexte sensible à 2 mois de l'élection présidentielle. Suivons un extrait de ses propos. Aujourd'hui, dans ces 4 pays, et notamment ici au Mali, vous travaillez dans un cadre où la paix n'est pas assurée. Vous travaillez dans un cadre où il y a des groupes terroristes qui ne respectent rien et personne. Vous travaillez dans un cadre où il y a des trafics de drogue, d'êtres humains, d'armes. Je tiens aussi à vous dire que nous travaillons pour garantir une effective solidarité internationale à la force du G5 Sahel. Je rends hommage aux 5 pays du Sahel qui ont su assumer eux-mêmes le leadership face aux défis énormes auxquels ils font face. Mais il faut que la communauté internationale comprenne qu'elle doit assurer aux pays du G5 Sahel un appui, mais un appui qui soit prévisible, un appui qui soit garanti et un appui qui puisse permettre la stabilité de la construction de la force du G5 Sahel et l'efficacité de son travail pour la protection de la paix dans cette région. La paix au Mali est un facteur de sécurité à l'échelle globale et il faut que le monde le comprenne et il faut que le monde vous appuie sans condition. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, secoué depuis plusieurs semaines par une contestation, y compris au sein de son propre parti, a défendu son bilan. Un lundi soir, notre gouvernement a rempli ses obligations en matière de stabilité, sécurité, lutte contre le terrorisme et relance du tourisme, a-t-il déclaré lors d'un discours retransmis à la télévision. Il a souligné que la croissance, qui avait timidement repris en 2017 après des années de marasme, notamment liée à la chute du tourisme, avait atteint 2,5% sur les 4 premiers mois de 2018 et devait dépasser les 3% au second trimestre. Il a toutefois admis que dans certains domaines, le gouvernement avait échoué, mentionnant la chute du dinar et réitérant son engagement à réformer les caisses sociales et les entreprises publiques largement déficitaires. Notre pays a besoin de consensus politique, a-t-il affirmé, alors que des élections présidentielles et législatives sont prévues en 2019. Mardi, à Gabès, dans le sud de la Tunisie, s'est ouvert le premier procès instruit par l'instance chargée de rendre justice aux victimes de la dictature. C'était en présence de proches et militants réclamant la fin de l'impunité 7 ans et demi après la Révolution. Aucun accusé n'était présent lors de cette première audience qui s'est tenue dans une salle comble. Mais ce que l'on sait, 14 responsables sont interpellés. Parmi eux, l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali et son ministre de l'Intérieur Abdallah Khalel. Ils sont poursuivis pour la disparition forcée et la mort de Kamel Matmati, un islamiste membre du mouvement Enanda, arrêté le 7 octobre 1991 à Gabès. Ces personnes qui ont tué mon époux, ceux qui l'ont torturé, toute personne qui a touché de près à la mort de mon mari, toutes ces personnes doivent rendre des comptes. Et ils doivent passer devant la justice. Nous, ce que l'on attend, c'est que la justice nous donne nos droits. Il s'agit vraiment d'un procès historique pour les victimes, mais pour tous
le système judiciaire en Tunisie, pour toute la démocratie même en Tunisie. Il s'agit peut-être d'un tournant pour la justice en Tunisie. La justice, comme on le sait tous, a été un pilier du régime de Ben Ali, un pilier de la répression. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion pour la justice de se refaire une virginité et de prouver son indépendance, de prouver que tous les travers qui ont été constatés dans les autres procès après la Révolution, c'est de l'histoire ancienne et qu'on va repartir sur de nouvelles bases. On souffre de l'impunité, on souffre des violations graves qui sont commises toujours par des forces de sécurité qui n'ont pas encore intégré la notion de respect du citoyen et d'une impunité qui est consacrée par la justice. Donc là, si on rompt ce cycle de l'impunité, on va peut-être repartir sur de nouvelles bases. Déjà condamné par contumace à plusieurs années de prison pour torture, Ben Ali vit en exil en Arabie Saoudite. Outre Ben Ali au pouvoir de 1987 à janvier 2011, 13 anciens ministres et hauts responsables sont poursuivis. Le président français Emmanuel Macron a réuni ce mardi les 4 principaux acteurs du conflit libyen pour tenter de trouver une sortie de crise dans ce pays toujours plongé dans le chaos 7 ans après la chute de Mouammar Kadhafi. À l'issue de cette rencontre, ils se sont engagés à travailler ensemble pour que des élections législatives et présidentielles se tiennent le 10 décembre. La déclaration politique lue à l'issue de la rencontre a été approuvée oralement par le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, et celui du Conseil d'État, Khaled al-Meshri. Mais elle n'a pas donné lieu à une signature devant les caméras comme initialement prévu. Réunis à Paris par le président français Emmanuel Macron, ils se sont engagés à travailler ensemble pour que des élections législatives et présidentielles se tiennent le 10 décembre prochain. Deuxième élément, c'est l'organisation pour le 10 décembre 2018 d'élections présidentielles et législatives. Et donc l'engagement, sur la base de ce processus, de redonner pleinement, sûrement au peuple libyen sa souveraineté et de lui permettre de l'exprimer à cette date. Les responsables libyens se sont également engagés à procéder à l'adoption d'une base constitutionnelle pour les élections et des lois électorales nécessaires d'ici le 16 septembre 2018. Afin d'améliorer le climat en vue des élections nationales, la Chambre des représentants basée à Tobrouk devra se réinstaller à Tripoli et le gouvernement parallèle instauré dans l'est du pays devra être démantelé à terme. Les forces militaires et de sécurité aujourd'hui émiettées en de multiples milices devront aussi être unifiées sous l'égide des Nations Unies. Ces engagements ont été pris devant 20 pays, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, voisins de la Libye, pays européens du Maghreb et du Golfe, tous impliqués dans la crise libyenne ou concernés par ces enjeux, notamment sécuritaires et migratoires. Des centaines de cheminots ont manifesté mardi devant le Sénat où commençait l'examen du projet de loi de réforme ferroviaire en France. Déjà, la CGT Cheminots, reçue avec d'autres syndicats par des sénateurs du groupe à majorité communiste, promet de poursuivre la grève malgré le vote. Les images. Les cheminots font encore parler d'eux en France. Alors qu'a commencé l'examen du projet de loi de réforme ferroviaire, le secrétaire général de la CGT Cheminots a mis en garde. La grève contre le projet de loi de réforme ferroviaire continuera. Pas question que le vote au Sénat le 5 juin soit une fin du débat. Pour les grévistes, c'est une formalité comme l'était le vote à l'Assemblée en avril. C'est bien parce que les cheminots sont déterminés, donc on continue. Notre méthode de lutte nous permet de tenir dans la durée. À partir d'aujourd'hui, on a fait plus de jours de grève qu'en 95 et c'est pas terminé, donc le gouvernement doit entendre ça. C'est un gouvernement qui est probablement l'un des plus autoritaires qu'on a connu, mais nous on est déterminés, donc voilà, la lutte continue. Démontrer, c'est qu'ils pourront faire voter ce qu'ils veulent, ils pourront annoncer ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne répondent pas aux revendications, le mouvement il va se maintenir. Et leur seule option pour sortir du conflit, ce sera de négocier avec les organisations syndicales sur la base des revendications portées. Voilà, il n'y a pas d'autre option pour eux. Il y a concrètement pas d'avancée notable, en tout cas pas d'avancée à hauteur de rassurer les grévistes et de rassurer les cheminots dans le texte qui passe aujourd'hui au Sénat.
se faire, il faudrait maintenant que ce texte soit suspendu après son passage au Sénat et qu'on puisse tenir des négociations avec remise du texte à plat avant le passage en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il est prévu que les syndicats CGT, UNSA, SUD et CFDT se retrouvent pour analyser les rencontres bilatérales avec le Premier ministre Édouard Philippe. Les États-Unis continuent de préparer leurs sanctions commerciales contre la Chine, annoncées en mars. Objectif, restreindre notamment les investissements chinois aux États-Unis, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Ce mardi, une annonce qui sème la confusion. Les détails. L'annonce faite par la Maison-Blanche mardi sème la confusion totale. Car l'on se rappelle encore, le secrétaire américain au Trésor avait indiqué le 20 mai que les menaces de représailles commerciales sur la Chine étaient suspendues. Ce, après que Pékin et Washington ont trouvé un consensus pour réduire le déficit commercial américain. Mais le communiqué de mardi indique que les restrictions sur les investissements seront annoncées d'ici le 30 juin pour une application peu après. Il est en effet question de limiter la capacité de la Chine à acquérir des technologies américaines. De façon détaillée, les États-Unis imposeront des tarifs de 25% sur 50 milliards de dollars de biens importés de Chine contenant des technologies importantes et la liste finale des importations concernées sera annoncée d'ici au 15 juin. Pékin avait annoncé des mesures de représailles sur des biens américains d'un montant équivalent. Mais le 19 mai, Washington et Pékin avaient annoncé une trêve dans leur guerre commerciale. Tout un amalgame à présent, vu que la Chine avait ainsi annoncé la semaine dernière qu'elle allait réduire dès le 1er juillet ses droits de douane de 25% à 15% sur les voitures. Et vendredi, Donald Trump avait de son côté annoncé un accord pour régler le contentieux sur le groupe chinois de télécommunications ZTE. En contrepartie, ZTE devra s'acquitter d'une amende de 1,3 milliard et changer ses dirigeants. Je l'annonçais en titre, au Sénégal, les femmes sont de plus en plus passionnées par l'agriculture. C'est le cas de Ngone qui, au-delà de ses 45 ans, exploite une véritable entreprise agricole dans une localité située à 300 km au nord de Dakar. Dans ces champs, ce sont surtout des emplois qu'elle crée au bénéfice des jeunes de sa localité. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Cher Berté. Cela fait 6 mois que les maïs de Ngone poussent à Massaragabou, au nord du Sénégal. Avec Albert, le chef de ses employés, il prélève les épis pour observer l'évolution des graines. Bientôt, ce sera la récolte et pour l'entrepreneur, il ne faut surtout pas se tromper. Les graines qui seront récoltées représentent gros. Ça va être notre première récolte et puis ça nous permet de gagner beaucoup plus d'argent, de faire vivre beaucoup plus de familles et de développer beaucoup de choses aussi dans la zone. Parce que vous savez, dans ces zones-là, il y a beaucoup de pauvreté, mais avec les cultures comme ça, ça nous permet de développer un gagne-pain dans la zone. Au-delà de développer un gagne-pain dans la zone, Ngone est aussi devenu une alternative pour lutter contre le chômage des jeunes. Environ 200 personnes travaillent dans son exploitation, des salariés et d'autres journaliers comme Penda. À 35 ans, elle a 2 enfants et n'avait aucune activité. Dans les champs de Ngone, elle perçoit 2000 francs CFA, environ 3 € par jour. Pour elle, c'est une source de revenus substantielle. Je fais ce travail depuis longtemps. Ça m'aide à subvenir aux besoins de mes enfants. Avec cet argent, j'achète aussi du bétail que je vends pour gagner plus d'argent. Ça m'a fait du bien. Ça me permet de subvenir à mes besoins en quelque sorte, quoi. C'est ça, quoi. Comme actuellement, trouver du travail, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose de très difficile. Mais là, ça va quand même, ça nous arrange, ça m'a arrangé. Aujourd'hui, dans son exploitation de 120 hectares, Ngone a diversifié ses productions aux oignons, aux piments. Des cultures qu'elle pratique durant toutes les périodes de l'année et qui permettent de fixer les jeunes de sa localité dans un pays fortement affecté par le chômage et où l'immigration des jeunes est une réalité. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à Sika. Agréable suite de journée à chacun et à tous.